Bonjour, donc je suis Catherine Mongenet, je suis en charge du projet France Université Numérique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France. Bonjour madame. FUN est une tentative de devancer les universités et les investisseurs privés américains qui mettent de très importantes sommes dans le développement de la secteur d'éducation online, ou plutôt une décision politique fondée sur le réel besoin d'innovation dans l'éducation française. Alors, j'ai envie de dire que c'est un petit peu les deux. Je voudrais replacer ce projet dans un contexte plus global qui est l'ambition que la ministre a eue dès début 2013 de mettre le numérique au cœur de la stratégie de l'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, même plus largement, le gouvernement tout entier a eu l'ambition qui a été définie dès février 2013 et qui couvre l'ensemble des sujets et bien au-delà du sujet éducation. Et donc, dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur en particulier, Madame Fioraso, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a eu la volonté, dès 2013, de définir une stratégie numérique pour l'enseignement supérieur. Une stratégie numérique qui couvre vraiment tous les champs du numérique, depuis les infrastructures, l'évolution nécessaire des systèmes d'information, jusqu'aux transformations des formations avec et par le numérique. Et le projet France Université Numérique est ce projet qui est centré autour de la problématique des formations et de l'utilisation du numérique pour transformer ces formations. Et il se trouve que, donc, quand on parle de formation, on entend à la fois comment est-ce que le numérique va irriguer demain encore mieux les campus pour accompagner les étudiants qui, sur les campus, font leurs études, à travers des plateformes pédagogiques de type Moodle, à travers davantage de podcasts, à travers des espaces de travail sur les campus qui permettent aux étudiants de mieux travailler, parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'étudiant vient équipé avec ses propres équipements et qu'il a besoin donc d'espace pour travailler sur le campus. Donc c'est toutes ces questions-là qui sont vraiment au cœur de la transformation de la pédagogie sur les campus. Mais au-delà de ça, l'ambition de la ministre est vraiment de développer une offre de formation intégralement en ligne qui soit beaucoup plus riche demain et qui couvre mieux l'ensemble des secteurs et qui répond mieux à des besoins qui sont très forts aujourd'hui. Il y a en particulier des besoins très forts dans le domaine de la francophonie, mais également des besoins importants, je dirais même absolument cruciaux, dans le domaine de la formation tout au long de la vie, de la formation professionnelle. On voit aujourd'hui que les entreprises, les salariés sont vraiment demandeurs de formation. Et donc, c'est vraiment cette ambition-là qui est au cœur du projet. Et il se trouve que dans ce continuum d'objets de formation où le numérique a une place prépondérante, évidemment, les MOOC sont arrivés en 2012 aux États-Unis. Et donc, dans le cadre de la stratégie globale et du projet France Université Numérique, nous avons eu la volonté, dès le printemps 2013, de nous positionner sur le secteur des MOOC. À la fois parce qu'un certain nombre d'établissements français étaient en train de concevoir des MOOC et s'interrogeaient sur la plateforme sur laquelle ils voulaient les héberger. Et de ce point de vue-là, si certains établissements français étaient prêts à aller sur les plateformes américaines, nombreux autres ne souhaitaient pas du tout aller sur ces plateformes-là et souhaitaient plutôt être hébergés sur une plateforme qui soit en France, afin de préserver, entre autres, la sécurité et la confidentialité des données des étudiants, et puis de leur donner davantage de marge de manœuvre, y compris en matière de politique éditoriale. Donc le projet FUN est vraiment né de cette ambition-là. Comment est née la plateforme FUN, qui est une plateforme de MOOC française? Sur quoi elle est basée en fait? Sur quelle plateforme elle est basée? Alors, lorsque nous avons réfléchi à mettre en place une plateforme de MOOC l'année dernière, nous nous sommes interrogés sur les technologies qui étaient disponibles. Et vous le savez naturellement, le 1er juin 2013, le consortium ELIX, le consortium qui a été fondé par MIT et Harvard, ont libéré en open source le code de leur plateforme qui s'appelle donc OpenELX. Et donc, lorsque nous avons, évidemment, dès que ce code est sorti, un certain nombre d'experts français l'ont testé, et très rapidement, à la mi-juin, ces collègues qui avaient une bonne connaissance des différentes solutions technologiques, et qui, au mois de mai, étaient un petit peu hésitants sur le choix technologique à faire, à la mi-juin, lorsqu'ils ont eu testé OpenELX, nous ont tous dit de manière très unanime, si la France veut avoir une initiative, et si le ministère veut lancer une initiative qui soit rapide,
et qui permettent de sortir une plateforme dans des délais courts, eh bien, nous pensons, nous experts français du domaine, que la technologie ODX est aujourd'hui la plus mature. Étant donné qu'elle est en open source, nous sommes convaincus qu'elle aura un avenir très prometteur parce que la communauté internationale universitaire va s'emparer de cette solution et l'enrichir au fil des mois qui vont venir. Et donc, ce consensus s'est fait à la mi-juin de choisir OpenEDX comme solution technologique. Donc, dès lors que le choix a été fait, nous avons fait appel à un ensemble d'acteurs publics français sur la partie logicielle, sur la partie hébergement, sur la partie infrastructure réseau, de manière à pouvoir conduire ce projet dans des délais relativement contraints, puisque la ministre avait l'ambition de sortir cette plateforme au mois d'octobre. Voilà. Y a-t-il quand même l'ambition de créer par la suite la plateforme qui serait 100% française? Alors aujourd'hui, cette plateforme, son ambition, c'est d'être au service de la politique éditoriale des établissements d'enseignement supérieur français. Donc nous accueillons sur Fun des MOOC qui sont produits par des universités et par des écoles d'ingénieurs françaises. Pour autant, certaines écoles ou certaines universités ont déjà et ont en projet pour demain des MOOC qui seront des MOOC en collaboration avec d'autres établissements. Et en particulier, nous avons plusieurs projets qui seront sur Fun à la fin de l'année, de MOOC construits entre des universités françaises et des universités du Sud, donc francophones des pays du Sud. Et nous hébergerons aussi, probablement toute fin d'année 2013, pour des MOOC qui débarreront en 2015, des MOOC d'universités francophones étrangères qui sont en train de produire des projets de MOOC dans le cadre d'un partenariat qu'ils ont avec l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, très clairement, on est plutôt sur un positionnement de plateforme au service d'établissements d'enseignement supérieur, français ou francophones, et aujourd'hui, des partenariats avec des établissements étrangers sont encouragés, et nous avons plusieurs projets en cours dans ce sens-là. Et donc, leur MOOC devrait-il être en français ou ils peuvent être en langue étrangère? Alors, les MOOC n'ont pas obligation sur Fun d'être en français. D'ailleurs, une de nos institutions, qui est Sciences Po, a décidé de mettre sur Fun 2 MOOC, et cette institution a choisi de faire un de ces MOOC en français et le second en anglais. Donc, il n'y a pas d'obligation à faire des MOOC en français sur Fun. Par ailleurs, nous avons une collection de MOOC en santé publique, qui sont des MOOC construits conjointement entre l'Université de Paris 5 et l'Université de la Charité à Berlin. Et donc ces MOOC-là sont en fait en 3 langues, le français, l'allemand et l'anglais. Et évidemment, nous n'avons pas du tout l'ambition restrictive de considérer que les MOOC qui sont sur la plateforme Fun doivent impérativement être en français. Et au contraire, nous encourageons les établissements à s'interroger sur le multilinguisme, et nous réfléchissons à leur offrir des solutions technologiques qui permettraient de faciliter la traduction de leur MOOC. Donc on peut imaginer un jour un projet de MOOC entre l'université Moscou et l'université Panthéon-Assas, qui est notre partenaire en France. Absolument. Et qui serait un russe et un français. Absolument, ça serait fantastique. Très bien. Est-ce que la plateforme est ouverte aux universités ou aux établissements privés de l'enseignement supérieur, ou seulement Alors aujourd'hui, la ligne éditoriale de Fun, qui pourra changer dans les prochains mois, c'est d'être ouvert, y compris aux établissements d'enseignement privé, dès lors que ce sont des établissements agréés par le ministère de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qui délivrent vraiment des diplômes labellisés par ce ministère. Est-ce qu'un jour, à votre avis, Fun va être ouvert, s'ouvrir aux enseignants des écoles et des lycées? Est-ce que le projet va aller jusque-là? Alors, c'est un petit peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que nous avons déjà été contactés par des professeurs de lycée qui sont très intéressés par l'idée de construire des projets de MOOC qui accompagneraient mieux le jeune lycéen dans sa transition vers l'université. Et notre ministère est vraiment très intéressé par cette question-là. On sait aujourd'hui que l'arrivée à l'université d'un certain nombre de jeunes lycéens est difficile. Et si des MOOC pouvaient demain mieux les accompagner dans cette transition, leur permettre de mieux préparer à la fin du lycée, juste dans les mois qui précèdent la venue à l'université, à travers des MOOC où ils pourraient vérifier qu'ils ont bien les prérequis, faire des compléments de formation sur des matières
sur lesquels ils ont peut-être une faiblesse, pour les aider à mieux réussir à l'université, ça c'est très clairement quelque chose qui devrait se développer prochainement sur Fun. À votre avis, comment les MOOC peuvent aider les étudiants à réussir? Alors on le sait aujourd'hui, les MOOC, et c'est vrai sur Fun comme sur toutes les autres plateformes internationales, n'attirent pas massivement les étudiants. On a aujourd'hui des premières statistiques sur Fun qui montrent que, comme ailleurs, on a un public sur une plateforme de MOOC qui est à la fois composé d'étudiants, mais dans une petite proportion, et qui est composé d'adultes qui sont la plupart salariés et qui viennent sur les plateformes de MOOC par intérêt personnel pour découvrir certaines matières, dans un souci probablement d'améliorer leurs compétences professionnelles. On le voit sur un MOOC de management qui a eu un grand succès sur Fun, que beaucoup d'individus, de personnes en situation professionnelle sont venus le suivre pour améliorer leurs compétences dans leur propre métier. Pour autant, je pense que ce qu'on voit se dégager aussi à travers les plateformes de MOOC, c'est la réflexion que se font les universités sur comment réutiliser ces objets de formation qui sont construits avec beaucoup de volonté pédagogique et beaucoup d'innovation pédagogique. Et aujourd'hui, on voit déjà sur Fun certains établissements qui envisagent d'utiliser le MOOC qu'ils ont construit pour mettre sur Fun ouvert au grand public en interne à leurs établissements, dans un dispositif qu'on a tendance à appeler aujourd'hui la classe inversée. L'idée étant de demander aux étudiants de suivre le MOOC. Le MOOC remplacera tout ou partie du cours magistral, puisque l'étudiant aura eu l'opportunité à travers le MOOC d'apprendre déjà les contenus du cours, les concepts du cours, et donc le temps avec l'enseignant sera davantage un temps consacré à des approfondissements, à des études de cas, du travail sur projet, à un renforcement de certains sujets du cours qui ont été mal compris, sur lesquels le prof considère qu'il faut retravailler, etc. Donc ce dispositif de réutilisation des MOOC en interne aux établissements, c'est quelque chose qu'on voit apparaître aujourd'hui dans l'écosystème universitaire français. Est-ce qu'à votre avis, il y a le risque de prendre une partie d'étudiants français au profit des universités américaines grâce à l'éducation online, des cours online? Bon, au-delà du fait que l'éducation américaine est quand même très très chère et que l'éducation française est beaucoup plus accessible, puisque les droits d'inscription ne sont pas élevés dans les universités françaises, le fait que quand même les étudiants français sont très attachés à l'enseignement supérieur français, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des étudiants qui souhaitent, dans le cadre de leurs études, aller à l'étranger, et on voit bien que de plus en plus de programmes au niveau master en particulier encouragent la mobilité étudiante pour aller faire une partie de leurs études à l'étranger, et le programme Erasmus+, qui permet cette mobilité étudiante en Europe est à cet égard tout à fait intéressant. Donc si vous voulez, je n'ai pas le sentiment, pour répondre à votre question, que nous ayons forcément à craindre d'une hégémonie américaine, mais nous avons clairement besoin de montrer aux étudiants français que l'université française prend la pleine mesure de cette transformation que le numérique doit, doit vraiment prendre corps dans les universités françaises. Et on a à répondre à cette attente-là. L'attente des étudiants à travers le numérique est très forte. Tous les étudiants sont aujourd'hui connectés. Nombreux sont salariés et ont besoin d'avoir des outils qui les aident dans leur réussite. Et le numérique est un outil indispensable à mon sens. Quels sont les critères de tri de MOOC mis en ligne sur Fun? Donc aujourd'hui, nous nous appuyons sur la politique éditoriale des établissements. C'est-à-dire, dès lors qu'un établissement a envie de produire des MOOC et qu'il veut les produire et les mettre sur Fun, il est le bienvenu. Ce que nous avons fait comme travail à l'été 2013, c'est de mettre en place un certain nombre d'outils méthodologiques qui aident les établissements à produire des MOOC de qualité. Et lorsqu'un établissement vient sur Fun, il s'engage à respecter des engagements qualité qui vont garantir que le produit final
eh bien, un MOOC de qualité, avec des vidéos de qualité, avec des exercices qui auront été pensés, avec une volonté d'avoir effectivement tout le travail collaboratif à travers les forums, à travers les wikis, qui font l'essence même d'un MOOC aujourd'hui. Donc c'est plutôt sur la base de ces engagements qualité que nous encourageons les établissements à travailler. Nous n'avons pas à proprement parler de politique discriminatoire qui consisterait à dire oui cet établissement et non pas cet établissement, puisque le projet a été financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et que dès lors qu'un établissement est un établissement qui est lui-même reconnu, financé par le ministère de l'Enseignement supérieur, il a sa place sur Fun. Ce que nous faisons, c'est vraiment accompagner la production du MOOC pour que ce soit un MOOC de qualité, qui respecte les engagements qualité que nous exigeons, si je puis dire, des établissements qui vont venir sur Fun. Y a-t-il un projet de collaboration ou au moins de contact avec les plateformes privées françaises? Alors, nous, plusieurs choses. D'abord, l'équipe Fun travaille en partenariat avec des startups. Et nous avons de nombreuses discussions avec de nombreuses startups françaises qui sont très dynamiques dans le domaine du numérique. Et aujourd'hui, nous avons une technologie OpenEDX qui offre un certain nombre de fonctionnalités. On sait bien que demain, une plateforme doit être encore plus riche en matière d'expérience utilisateur. Et l'idée, ça n'est pas de réinventer forcément dans la technologie OpenEDX de nouvelles fonctionnalités, mais plutôt d'intégrer dans l'écosystème technico-fonctionnel de Fun de nouvelles fonctionnalités qui vont enrichir l'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, nous savons qu'un certain nombre de startups françaises proposent des fonctionnalités qui peuvent répondre à ce besoin sur des questions typiquement de rich media, sur des questions de traduction, de speech to text, sur des questions de live event. Aujourd'hui, sur une plateforme de MOOC, un certain nombre d'enseignants ont envie, toutes les semaines ou tous les 15 jours, d'avoir un temps de rencontre avec les internautes en synchrone. Donc comment est-ce qu'on peut leur offrir des solutions technologiques qui rentrent dans cet écosystème-là? Donc tout ça pour vous dire que nous travaillons évidemment avec des acteurs privés qui vont nous aider à intégrer des solutions technologiques autour d'OpenEDX pour enrichir la solution Fun offerte tant aux profs qu'aux étudiants. Quant aux plateformes privées françaises, ça n'est pas nécessairement la vocation de Fun d'interagir avec eux, encore que nous travaillons sur des convergences technologiques avec certaines d'entre elles. Ce qui est sûr, c'est que certains établissements peuvent avoir envie d'aller mettre leur MOOC sur ces plateformes privées, et c'est de la responsabilité de l'établissement de faire le choix de la plateforme sur laquelle il souhaite héberger ses MOOC. Une chose est bien certaine, c'est pas parce que le ministère a créé une plateforme pour les établissements d'enseignement supérieur français qu'il donne comme obligation à ces établissements d'enseignement supérieur de mettre leur MOOC sur Fun. Évidemment, les établissements d'enseignement supérieur restent libres de mettre leur MOOC sur la plateforme de leur choix. D'ailleurs, certains établissements ont mis des MOOC sur Coursera. Certains d'entre eux ont d'ailleurs mis des MOOC et sur Coursera et sur Fun. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans une stratégie, comment dirais-je, monopolistique de Fun. Quels sont les défis qui posent l'éducation online aux universités, à votre avis? C'est des défis absolument cruciaux. L'attente des étudiants est aujourd'hui incontournable. Et donc, tous les établissements se posent aujourd'hui, et d'ailleurs n'ont pas attendu d'initiative Fun pour se poser, des questions à la fois de gouvernance autour du numérique et de production et d'évolution de leur contenu. Je crois que sans une réelle prise de conscience de cet enjeu majeur, les universités françaises se feront distancer par l'enseignement supérieur à l'international, et la volonté des universitaires français, des présidents d'université, des directeurs d'école est très forte, et leur ambition à cet égard est, je crois, absolument déterminée. Qu'est-ce que gagnent les profs à contribuer au MOOC? Y a-t-il un gain financier pour eux? Et sinon, qu'est-ce qui les motive, à votre avis? La situation est très différente d'un établissement à l'autre. Il y a un établissement qui est venu sur Fun, qui a proposé aux enseignants de construire des MOOC de manière bénévole.
C'est-à-dire que l'établissement a dit on pense que ça serait important de construire des MOOC, on voudrait bien faire une première expérience avec quelques MOOC, on va mettre à disposition les moyens matériels et les équipes d'accompagnement. Est-ce qu'il y a des profs volontaires, bénévolement, pour produire des MOOC? Et il y a eu des profs volontaires. Un autre établissement s'est doté d'une stratégie numérique dans laquelle les MOOC ont une place prépondérante. Et donc cet établissement s'est doté, dans le cadre de cette stratégie, de règles de rémunération des MOOC pour les enseignants qui se lancent dans la mise en œuvre de ce dispositif. Je dirais que selon les établissements, les stratégies sont différentes. Ce que le ministère souhaite faire pour accompagner cette dynamique, c'est évidemment apporter des moyens complémentaires aux établissements. La ministre a annoncé il y a une quinzaine de jours maintenant un appel à projet CréaMOOC que vous avez peut-être suivi et qui consiste à proposer aux établissements qui le souhaitent, dans une logique collective, de se doter de nouveaux équipements pour produire des MOOC, donc des équipements qui sont principalement audiovisuels. Ça, c'est déjà une première réponse parce qu'on sait qu'aujourd'hui, produire des MOOC nécessite à la fois des moyens techniques et des compétences techniques. Et donc, c'est bien cet écosystème-là qu'il faut mettre en place dans les établissements pour rendre ça possible. Mais quand même, les profs qui ne sont pas payés pour faire les MOOC, qui sont volontaires, comme vous dites, à votre avis, qu'est-ce qui les incite de le faire? Alors, je pense qu'un certain nombre d'enseignants ont vraiment envie d'expérimenter ces nouveaux dispositifs pédagogiques pour enrichir eux-mêmes leur propre pédagogie. Et on voit bien aujourd'hui que certains profs qui ont produit des MOOC vont les réutiliser dans leur établissement. Pas nécessairement réutiliser l'intégralité du MOOC, mais ils vont réutiliser certaines vidéos, ils vont réutiliser certains quiz. Voilà. C'est toute cette dynamique-là qui est en train de se créer. Certains établissements, très clairement, se dotent d'une politique incitative pour fabriquer des MOOC dans une logique de visibilité internationale, dans une logique d'attractivité de futurs étudiants demain, dans un espace qui soit plus forcément un espace complètement franco-français, mais qui leur donne davantage de visibilité pour recruter les meilleurs étudiants à l'international. Donc ça, c'est aussi un enjeu très clairement pour les établissements français. Je vous remercie beaucoup de cet entretien très intéressant. Merci beaucoup, madame.